Messieurs, dames, bonsoir. Merci à chacun d'entre vous d'avoir osé braver les éléments ce soir. La discussion que nous allons avoir trouve son origine dans deux phrases d'André Gide. La première est extraite d'un texte intitulé « Incidence ». Le classicisme, dit Gide, et par là, j'entends le classicisme français, tend tout entier vers la litote, c'est l'art d'exprimer le plus en disant le moins. La seconde est tirée de son journal et évoque les caractères de la bruyère, si claire est l'eau de ses bassins qu'il faut se pencher longtemps au-dessus pour en comprendre la profondeur. Deux phrases qui traitent de la langue française, donc, et du style classique, deux phrases qui désarçonnent parce qu'elles peuvent sembler contradictoires. Comment ce qui est profond pourrait-il être clair? Comment exprimer le plus en disant le moins? L'occasion de les expliciter, de les comprendre, de les triturer, nous est fournie par la parution en février dernier aux éditions du Cherche-Midi d'une somme impressionnante intitulée « Grandeur de l'esprit français » que j'ai en main, rassemblant 10 portraits composés par notre invité, à savoir ceux d'Ambroise Paré, de François II, de Montaigne, d'Henriette d'Angleterre, de Racine, de Bossuet, de La Bruyère, de La Fontaine, de Saint-Simon et un portrait tout personnel du père de l'auteur lui-même. Cette anthologie, si je mets provisoirement de côté le portrait du père, s'étend de 1509, date de la naissance d'Ambroise Paré, à 1755, date de la mort de Saint-Simon. Elle couvre donc 250 ans d'histoire entre le milieu de la Renaissance et l'orée de la Révolution française, ce qu'on appelle les temps modernes. Une époque où les progrès de la science et de la technique, la révolution dans les arts et la littérature marquèrent l'essor de l'Europe face au reste du monde et constituent la genèse de notre modernité. Tout ce qui s'est pensé, écrit ou vécu durant ces 250 ans, ou presque, est raconté à hauteur d'homme entre ces 1381 pages, dans un style dont je dois dire d'emblée qu'il est impeccable et dont j'espère qu'on pourra lui rendre hommage ce soir, par-dessus l'épaule des écrivains, prédicateurs, chirurgiens, courtisans et hommes d'État de ce temps. Il y a là matière à toute une vie de discussion, mais nous n'aurons tous les deux que 90 minutes. Aussi dois-je m'empresser de vous présenter. Cher Jean-Michel Delaconté, bonsoir. Bonsoir. Je vous invite peut-être à prendre le micro, comme ça vous pourrez contrôler la véracité de ma présentation. Vous êtes l'auteur, si je ne m'abuse, d'une douzaine de portraits, de 6 essais, dont un relatif précisément à la langue française, et de 6 romans. Vous avez travaillé durant 20 ans dans le domaine de la diplomatie culturelle, à Paris, au Laos, au Japon et à Jérusalem. Vous avez enseigné la littérature française à l'université Bordeaux-Montaigne, puis durant 11 ans à l'université Paris 8. Et puis, pour vous présenter tout à fait, je vais citer ces mots de l'écrivain Guy Bollet dans la préface qu'il dédie à votre ouvrage. Celui qui ignore tout de Jean-Michel Delaconté, dit Guy Bollet, et qui, de façon sans doute légitime, avant de le lire, voudrait le classifier, va vite déjanter. Il écrit sur l'histoire, mais n'est pas historien. Il dissèque des vies, mais n'est pas biographe. Il écrit en ses pages ce qu'on nomme prose, sans être pour autant romancier, essayiste, conteur, philosophe, poète ou dramaturge, bien qu'étant, à vrai dire, tout cela à la fois. Ça vous convient comme présentation? J'apprécie, j'aime bien, oui. C'est assez vaste et assez varié. On réunit pas mal de cases. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Votre ouvrage porte le titre suivant que j'ai dit à l'instant, « Grandeur de l'esprit français ». Ma première question sera donc à la fois vertigineuse et toute simple. Qu'est-ce que l'esprit français? Est-il possible de le définir? Voilà, j'ai réuni tous mes portraits en ce gros livre pour essayer de répondre à votre question. Je vous avouerai que ça reste en suspens, alors si on pouvait passer à une autre question. Non, je descends plaisantant. Vous avez raison, c'est très difficile. Cela étant, il y a des... Je réponds presque par une sorte de métaphore. Enfin, pas une métaphore, mais une histoire, comme ça. Vous vous souvenez sans doute que dans le livre de Vercors, Le silence de la mort, non pas de la mort, mais de la mer, il y a l'officier allemand, francophone, qui
qui est présent et qui aime bien, enfin, qui est reçu par la famille, enfin, aussi, si j'ose dire, il s'impose. Elle est constituée d'un oncle et de sa nièce. Et il voit la librairie, enfin la bibliothèque qu'il y a chez l'oncle. C'est dans le Vercors, hein. Enfin, de Vercors, mais c'est. Et il dit, ah, il commence à aller, vous vous souvenez, hein, peut-être, par les auteurs français, Montaigne, Proust, ça. Et il dit, l'Allemagne, c'est Goethe, l'Angleterre, c'est Shakespeare, l'Italie, c'est Dante, l'Espagne, c'est Cervantes, c'est la France. Et là, tac, tac, Montaigne, Racine, Corneille, et Stendhal, Flaubert, c'est ça. Alors, dans l'esprit français, je veux dire par là même qu'il y a un rapport très étroit et très fort avec la chose écrite. Avec la chose écrite, mais non seulement la chose écrite, mais la chose écrite dans un souci d'esthétisme. Donc il y a un rapport avec la beauté. Et autour de ça, il y a quelque chose de spécifiquement. Ça ne veut pas dire que les autres peuples ne sont pas capables de beauté, évidemment. Je veux dire que dans le domaine de l'écrit, il y a, chez nous, je crois, il y a ce qu'on appelle la littérature, au fond. Cette tension comme ça vers le haut, et on peut dire énormément de choses. Mais ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, naturellement, de l'esprit français, mais ça c'est une banalité, mais elle n'en est pas moins vraie, c'est l'art de la conversation. C'est tout à fait vrai au XVIIIe siècle. Au XVIIe, c'est vrai, mais ça le demeure avec les salons. Les salons du XVIIIe, les salons du XIXe, et encore aujourd'hui, un peu, il y a des salons. Non, mais un certain goût de la discussion, de l'échange. Et autre chose, alors c'est assez vaste, hein, mais je vais revenir une seconde sur ce que vous avez dit, et qui est d'ailleurs assez juste, enfin tout à fait juste, en fait. Lorsqu'on parle, oui, je parle de la conversation, mais je sais pas si, c'est un peu trop compliqué ce que j'allais dire. Donc, non, c'est le lien qui existe entre l'art classique, c'est-à-dire dire peu pour dire beaucoup, d'une part, et d'autre part, l'élégance des formes. Les époques élégantes, comme XVIIe, XVIIIe, je parle des milieux évidemment, des élites, comme on dirait, de noblesse. Il y a un lien très très fort entre le peu dire pour dire beaucoup. Ça rejoint d'ailleurs la transparence profonde. La profondeur passe par la transparence, et ce qui justifie la transparence, c'est la profondeur à laquelle elle permet d'accéder. Et ça, c'est en lien avec une manière de vivre. Le style, c'est l'homme, disait Buffon. Moi, je dirais, succédant à Buffon plutôt, le style, c'est la manière de vivre. Voilà. Je m'empresse de vous signaler, sinon ça va m'obséder tout le temps de la rencontre. Je crois que le pied de votre chaise est assez proche de la limite du voilà. Donc ne reculez pas d'un geste brusque. Ah oui, sinon ça va m'inquiéter pendant notre échange. On fera peut-être peu d'écho à notre temps pendant la conversation qui sera la nôtre, mais quand même en deuxième question, j'avais celle-ci. Je tenais à citer deux anciens présidents de la République. Le premier en 2006, je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Et le second en 2017, il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Puis il poursuivait, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et j'étais curieux de savoir ce que ces deux réflexions dites par deux anciens chefs d'État vous inspirent comme commentaire, et notamment peut-être le fait qu'elles aient été prononcées non pas après leur élection, mais en pleine campagne électorale. Bonne question, bonne question. Qu'est-ce que ça dit de nous? J'entends qu'est-ce que ça dit d'eux. Oui, je préfère. Mais pas seulement, vous avez quand même raison, parce qu'ils ont cru utile de le dire, c'est qu'ils pensaient que ça peut avoir des conséquences électorales positives, enfin, qui les servaient peut-être. Pour la deuxième, celle de Macron, je ne sais pas très bien pourquoi il a dit ça. J'ai ma petite idée, mais bon. Mais celle de Sarkozy et sur la princesse de Clèves,
Je pense qu'il voulait dire... D'abord, il y a un côté populaire, même un peu populiste là-dedans. Mais ça ne veut pas dire ça seulement. C'est un peu, à mon avis, hein, c'est travailler plus pour gagner plus, je crois. Et la princesse de Clèves, c'est perdre son temps, quoi. Et le peuple, c'est pas ça qui l'intéresse, le peuple. C'est pas... Voilà. Bon, donc... ça veut dire c'est une représentation quand même, mais ça vaut aussi d'ailleurs pour ce qu'a dit Macron ensuite. Hein. Je pense que c'est pour ces... Vous noterez une chose, je vais faire une réponse très simple en vérité. Je vous pose même la question, Hugo. Quel est le ministre de la Culture dont vous vous souvenez sur ces deux règnes-là? Non, je ne parle pas de... Non, bien sûr, mais ça, c'est du temps de De Gaulle. Hein. Oui, du temps de Sarkozy et du temps et les 10 ans de Macron. Quels sont les deux ministres de la Culture qu'on se rappelle? Au moins l'actuel pour la forme. Oui, mais parce que c'est pas vraiment une ministre de la Culture. Peut-être. L'actuel est Rachida Dati, je le précise pour le public. C'est pas une critique dans ma bouche, hein, mais je veux dire, je trouve que ça veut... Oui, vous voyez, je rebondis pas, mais... Enfin, je ne veux pas dire que c'était des gens qui étaient méprisables, hein, pas du tout, d'aucune espèce de manière, d'aucune manière. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme ministre de la Culture? Qu'est-ce qu'ils ont représenté comme élan? Je vous propose de laisser le présent de côté et de nous engouffrer dans le passé, dans le décor qui est celui donc de cet ouvrage, à savoir le grand siècle. Parler du grand siècle va nous permettre d'approcher d'un bloc plusieurs de vos portraits. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire ce que désigne cette expression? Quand est-ce que le grand siècle commence et quand est-ce que le grand siècle s'achève? Sur la question précédente, simplement, je reviens sur la vôtre. Il se trouve que j'ai bien connu, compte tenu des activités que j'ai pu avoir dans le domaine culturel au sein du ministère des Affaires étrangères, un ancien ambassadeur de France, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je reviens à votre question, Hugo, à New York. Et c'est un homme formidable par ailleurs, mais qui a été amené à faire une chose qui était impensable, fermer la librairie française de New York, il y a une dizaine d'années à peu près. Pour répondre à la question de la culture aujourd'hui, on a fermé, l'État français a refusé de payer plus longtemps le maintien de la librairie culturelle française à New York. Voilà. Donc les pouvoirs, quelle qu'elle soit la couleur politique, hein, les pouvoirs aujourd'hui n'accordent qu'une importance assez limitée à la culture en général et à la littérature en particulier. Voilà. Je m'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune... Il y a des aides, hein, heureusement, il y a des subventions, ça existe quand même. Mais ce n'est plus une politique d'État très importante. Voilà, la meilleure preuve. On a un superbe écrivain qui est en prison dans un pays que je ne citerai pas. Pas tellement, la France devrait être toute debout contre ça. À une époque, c'est ce qui serait passé. Je ne mets même pas en cause le président en disant ça. Je dis simplement comme les faits. Pour en revenir maintenant à votre question, quand débute le grand siècle, il peut y avoir plusieurs réponses. C'est vraiment très, très difficile. D'un point de vue hystérique ou littéraire. Les deux, peut-être. Les deux. Hein. Moi, c'est une réponse personnelle. On peut parfaitement ne pas être d'accord, bien évidemment. Quoique ça me déplairait, mais enfin bon. On peut naturellement être tout à fait en désaccord. Moi, je ferais commencer ça, d'un point de vue littéraire, culturel, je ferais commencer avec Richelieu, l'Académie française, le Cid. C'est la fin de Louis XIII, mais ça l'englobe quand même. Voilà, c'est ce que parce que là, je crois qu'on pourrait commencer à Henri IV, certes. Mais enfin, je le mettrais là, moi, pour ma part. Et puis, où il s'arrête, je dirais la mort de Louis XV. De Louis XIV, je veux dire. 1715, donc. En
En C'est très étu- discutable, hein, par ailleurs, hein, ça vaut ce que ça vaut. Parce que ça poursuit. Mais après la mort de Louis XIV, vous savez, simplement, ça va tout à fait dans le sens quand même. Vous savez, tout l'âge classique en tout cas, et donc au fond le grand siècle, euh, on l'ignore un peu, mais tous les grands auteurs le XVIIe siècle, quand même, les noms, je reprends un petit peu comme l'officier allemand, quand on voit les noms du XVIIe, allons-y, interrogation écrite. Non mais regardez, Racine, Corneille, bien sûr. La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Molière, bien sûr. Et peut-être que le plus grand, vous l'oubliez. Non, je dis le plus grand, c'est à voir. Racine, Bossuet. Si on s'arrête, Boileau, on l'a dit, ça en fait 8 pour le moment. Pardon? Montaigne, c'est avant. Hein. C'est avant. Eh bien, Madame de Lafayette, une très bonne note. Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, ça commence à faire un paquet, hein, si j'ose dire, un peu trivialement. Bon, c'est extraordinaire. On n'aura hélas pas le temps de parler de tous. Non, mais tous ces grands personnages formidables, vous savez quand ils sont morts? Sauf Boileau qui a tiré un petit peu jusqu'en 1700, 1705, 1706, tous les autres, tous ceux dont on va parler, ils sont morts entre 1690-92 et 1700. En 10 ans, toute cette génération, enfin il y avait 2 générations en fait, j'ai même pas cité Pascal par exemple, qui n'est pas le moindre. Tout ça, tous ces gens-là sont morts, enfin Pascal était mort un peu avant. Mais eux, tous ceux qu'on a dit, les 8 là, ou 10 là, ils sont morts à peu près dans la même période, dans l'espace de 5 ans. C'est pour ça que je dirais, de ce point de vue-là, je dirais que c'est la fin du grand siècle, au moins sur le plan littéraire. Après, c'est autre chose. Je voudrais qu'on approche la vie des hommes et des femmes de ce siècle, au-delà des figures à proprement parler littéraires. Tout d'abord, quand vous l'étudiez, êtes-vous plutôt frappé par leur ressemblance avec nous, la permanence de la condition humaine, ou par leur étrangeté? Est-ce qu'il y a par exemple un aspect de la vie de ces hommes et de ces femmes qui vous semble extraordinairement moderne, au sens d'intemporel, ou à l'inverse, particulièrement archaïque, au sens de passé? Oui. Vous savez, j'ai commencé à écrire beaucoup, enfin oui, pas mal quand même, sur le XVIIe siècle. Quand j'écris sur le XVIe siècle, c'était un peu différent. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Sur le XVIIIe, à travers Saint-Simon, certes, mais lui aussi est un peu particulier. Donc sur le XVIIe siècle, pourquoi? Parce que c'est le siècle de le seul, mais de la vie courtisane, des courtisans. Et pourquoi? Mais parce que j'ai vu ça, j'ai une très bonne amie qui est toujours là, et j'étais en poste avec elle, ça lui rappellera des choses, parmi coïncidence heureuse. En poste, j'ai vu ce que c'était, et à Paris, la courtisane, le fait d'être courtisan. C'est pas mal d'être courtisan, ça demande aussi une certaine classe, attention. Hein. J'ai employé un mot grossier, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas être un lèche-cul. C'est pas ça, c'est pas être un flingueur seulement. Être courtisan, c'est pas une courtisane, c'est encore autre chose. Hein. Mais l'art d'être courtisan, je pense qu'il y a, voilà. Et il y a une... je disais ça pour rebondir sur votre question. On peut dire d'autres choses, mais c'est ça que je mettrais pour ma part en avant. Oui, mais alors, sur l'aspect intemporel ou oui, sur l'aspect archaïque? Oui, alors, très bonne question. Parce que tout de même... Non, pour moi, c'est intemporel, mais ce n'est pas universel. Et puis, il y a d'autres choses qui sont intemporelles, pour moi. À peu près tout. Alors, je profite que vous parliez de l'esprit courtisan pour citer cet extrait, et je vous prie de m'en excuser, mais je crois que je céderai au plaisir pendant la rencontre de citer plusieurs extraits de l'ouvrage pour rendre hommage à la beauté de la langue. Vous évoquez une scène extravagante, une entrevue dont le comte de Bussy avait bénéficié auprès du roi Soleil et qu'il rapporte de la manière suivante, ouvrez les guillemets,
Le soir de l'après-dîner que je parlais au roi, donc Louis XIV, il y eut comédie. Je ne pouvais me lasser de regarder sa majesté avec un visage qui lui témoignait bien que j'étais content d'elle, et ce qui augmenta fort ma joie, ce fut que je trouvais que le roi affectait de me montrer qu'elle me tenait la parole qu'il m'avait donnée de me regarder désormais, et que tant que la comédie dura, il eut toujours les yeux sur moi. Là-dessus, vous faites le commentaire suivant. Le personnage se trouve dans sa 47e année. Il a usé ses bottes dans toutes les batailles, couru tous les jupons, médit de tout le monde, finit par obtenir la dignité d'académicien. Il est chef de famille, mais il contemple le roi qui le fixe, et le voilà retombé en enfance, redevenu un tout petit enfant fasciné qui suce le flot de bonheur dans l'iris hospitalier du père. Absolument, c'est vrai. J'ose espérer qu'on n'en est plus tout à fait là aujourd'hui. Pas tout à fait au même degré, mais je pense que la tendance est toujours présente, je crois. Pardon, au-delà de la plaisanterie, enfin, de l'humour, sur le fonctionnement de la cour, vous faites une description qui est superbe du fonctionnement de la cour dans votre portrait dédié à Henriette d'Angleterre, Madame la cour, la mort. Je voudrais que vous commentiez deux autres phrases, si vous le voulez bien, qui peuvent être un peu intrigantes. Vous dites « Entre l'arbitraire de la grâce et la justice de la récompense n'existait aucun rapport. » Et puis, Louis XIV ne se plaçait pas au-dessus, mais bien en dehors des autres, dans une relation de gratuité à la société. Qu'est-ce que ça dit du fonctionnement de la cour qui permettra peut-être d'éclairer l'extrait que j'ai lu? Si vous voulez bien, reprenez la première des deux. Entre l'arbitraire de la grâce et la justice de la récompense n'existait aucun rapport. Le mot important, c'est l'arbitraire. Et c'est vrai que ce qui caractérise le pouvoir de la monarchie absolue, c'est qu'il a le roi, le monarque, n'a de compte à rendre à personne sauf à Dieu, naturellement. Et donc, la grâce qu'il accorde, non seulement il l'accorde, bien évidemment, selon sa seule autorité, sans aucune justification, et en dehors de toute idée de justice ou d'injustice. C'est lui seul qui en juge. C'est terrible. Et d'ailleurs, le problème de la grâce, le contraire, c'est la disgrâce. Et l'une des horreurs, c'est que vous ne savez pas nécessairement pourquoi. Vous ne savez pas quand ça va venir, quand ça va survenir. Et vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Et on est dans des temps, dans des catégories très particulières. J'en ai pas parlé mais la catégorie du temps dans l'Ancien Régime, à travers simplement ça, vous vous rendez compte? La disgrâce, on ne sait pas quand ça va prendre fin. Que sommes-nous? Donc il y a là quelque chose de terrible, parce qu'il n'y a pas de lien entre la sanction et les raisons de la sanction. On ne sait pas pourquoi. C'est ça le pouvoir arbitraire. Disant ça, je note comme ça rapidement, il y a une chose quand même, une grande particularité de quelqu'un, de Louis XIV par exemple, comparé à Louis XIII, c'est que Louis XIII a commis des assassinats, enfin lui-même a fait commettre des assassinats, Concini par exemple, mais Louis XIV non. Louis XIV n'est pas un meurtrier sous cet angle. Il a une autre façon de faire mourir, par le temps, par la disgrâce constitue, c'est-à-dire par son mutisme. Il se tait. Quand vous tombez sur un maître absolu qui se tait, vous pouvez flipper. Et vous pouvez donner à votre situation de courtisan une intensité dramatique. Parce que c'est votre vie, d'une certaine façon, qui est en jeu. Non pas du tout parce qu'on va vous tuer, mais directement parce qu'on vous assassine ou vous emprisonnez. Quoique la prison, Fouquet, par exemple, il était à Pignerol, il en est quasiment mort. Mais c'est cette conception-là, cette façon, vous êtes pris dans un cercle de feu, sauf que ça ne brûle pas. C'est tout froid. Bon. Quant à la deuxième partie, c'était
C'était sur j'avais groupé les deux, puisque pour moi, elles se rapportent au même sujet. C'était Louis XIV ne se plaçait pas au-dessus, mais plutôt en dehors des autres, dans une relation de gratuité à la société. Et l'idée de gratuité se rapproche de l'idée d'arbitraire Absolument. Absolument. dans cette acception. Tout à fait. Oui, Peu- tout à fait. J'ai une autre question qui peut-être nous permettra d'approcher d'un autre aspect archaïque, enfin, je veux dire, en tout cas, qui nous éloigne des hommes de ce temps-là. J'ai relevé la phrase suivante. Vous dites à propos de religion, à propos de la religion, vous confiez plutôt, c'est une joie de dépeindre pour tâcher de lui redonner vie ce monde d'élan mystique, de repos serein, d'aspérité cruelle, totalement étranger à l'hypothèse moderne de son absurdité. Est-ce que vous pourriez développer cette idée? Oui, bien sûr. C'est une époque, ça me frappe toujours de plus en plus, à mesure que le temps passe, aujourd'hui d'ailleurs, moi j'aurais même à la limite que mon enfance et ma jeunesse s'éloignent, mais comme s'il y a un phénomène qui s'accentue. Moi je trouve que c'est une époque, je vais dire les choses un peu différemment, je vais me faire un peu prophète. Nous venons d'époques où le monde était plein. Lorsque Camus vient avec le sentiment de l'absurde, ce n'est pas un hasard. Nous venons d'un monde qui était plein. Et le XVIIe, le XVIe, encore plus, le XVIIe, qui était plein de quoi? Il était plein d'être, l'être. Pas seulement plein de Dieu, plein de sens. Il n'y avait pas de vide. Il y avait le libertinage, sur le plan religieux, on pouvait douter de Dieu éventuellement, mais c'est pas grave parce que c'était surmonté par le plaisir. C'est ça que j'aime, moi, dans cette époque. C'est pour ça que j'y passe, que j'y ai baigné, j'y ai passé une partie de ma vie dans ces siècles-là, 16e, 17e, 18e. C'est Balzac qui le dit très bien dans La femme de 30 ans, à partir de, à peu près, vous voyez, les 20, 25 premières années après Napoléon. On devient, c'est le règne du calcul. Par exemple, en amour, il dit tous les siècles ont une façon particulière d'aimer. Et il dit le siècle dans lequel nous sommes, le 19e, c'est le siècle bourgeois dans le sens économique et un petit peu péjoratif du terme, c'est celui où on contractualise, on calcule tout, etc. C'est le moment où le monde commence à devenir vide. Voilà. C'est tel que je me le représente, mais je crois que c'est quand même assez vrai, puissamment. Il y a des périodes ensuite où le monde a été plein. La guerre, par exemple, évidemment éminemment tragique. Là, il y a du plein terrible, et encore pas pour tout le monde. Mais le monde du XVIIe, du XVIe, même avant, bien évidemment, et ça se voit en littérature, c'est pour ça que j'aime cette littérature. Cette époque-là, quand je dis qu'elle est pleine d'être, c'est que tout le monde croit en Dieu. Moi, je ne suis pas croyant. Mais je crois que j'y suis d'autant plus sensible à toute cette période que je ne suis pas croyant. Et pourtant, j'ai l'impression de croire quand je lis les auteurs de ce temps. Avec le XVIIIe, ça commence à changer. Hein, parce que c'est le scepticisme. Regardez ce grand coquin de Voltaire, quand même. On commence à douter. XVIIe, on ne doute pas trop. Et l'époque du XVIIe, en particulier, c'est le siècle de la contre-réforme. Il y a quelque chose de très jouissif au XVIe siècle. Moi, j'adore, par exemple, Montaigne, par exemple. C'est de la joie, c'est de la sensualité, vous voyez, ça c'est très clair. Est-ce qu'il croit en Dieu, Montaigne? J'en suis pas trop sûr. Bon, enfin, en tout cas, il ne va pas s'embêter et il dit j'y crois et puis il se fait enterrer d'une façon religieuse. Très bien. On y croit, on y croit plus ou moins. Pareil pour Rabelais, pas de problème. On vit, c'est bien. Mais 17e, c'est pas du tout la même chose. Il y a un grand érudit qui s'appelait Jean Delumeau qui a dit, et je crois à très juste titre, sur le XVIIe siècle, après la contre-réforme, hein, après le Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle, alors là où le clergé catholique resserre les boulons, comme dirait l'autre, il a dit, c'était le siècle de la culpabilité. On se sent coupable. Et en particulier, on se sent intérieurement coupable, et d'autre part, évidemment, on a une grande angoisse du jugement dernier. Les deux ensemble, ça vous remplit. Hein? Alors quand je dis que c'est plein, le siècle est plein, soit par la misère, ça c'est le monde paysan,
mais soit tout simplement par la foi, la croyance et la peur. Et pas seulement ça, mais en particulier, vous êtes plein de... Et le monde, dans ce monde-là, tous les symboles, tout fait symbole, comme dirait Baudelaire, une forêt de symboles. Tout fait symbole, tout est significatif. Le drame que nous avons, à mon avis, aujourd'hui, la grande tristesse d'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de symboles, ou en tout cas, on ne les perçoit plus comme tels. Les symboles sont vides, sont creux. Voilà. Et on manque de ce point de vue-là de puissance symbolique, je crois. On est devenus tous un peu désenchantés, comme dirait l'autre. Mais à l'époque dont nous parlons, celle du XVIe, XVIIe, ce sont des temps enchantés, et ceux qui les précèdent étaient enchantés, mais c'était encore plus terrible. Voilà. C'est ce que j'en dirais rapidement comme... on est un peu quand même dans le tragique, là. Je veux dire, dans le tragique, dans des questions tragiques, c'est-à-dire qui concernent la question de la dignité, du sens de l'humain, de la vie humaine. C'est ça le truc. La littérature, chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, c'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie et de mort. C'est-à-dire, ça dit quelque chose de la vie et de la mort. C'est ça que je veux dire, la littérature. Ce n'est pas seulement faire des jolies phrases, vous voyez. C'est ça, la littérature. Ce que j'aime au XVIIe, c'est qu'il y a cette idée-là. Vous voyez Racine, vous voyez Pascal, etc. Pour eux, on le retrouve également chez Baudelaire et d'autres plus tard. On le retrouve au XXe aussi. Une question de vie et de mort, parce que les questions essentielles qui se posent, c'est celle-là. Je vous en prie. Je vous écoutais, et j'en profite puisque vous parlez de la mort pour citer une autre phrase. La modernité du veau d'or, dites-vous, écrivez-vous, c'est fermé aux braises mystiques qui couvaient sous la mort. C'est très beau. Il y a un autre aspect aussi de cette époque dont il faut qu'on parle, je crois. Dans votre postface, vous faites ce commentaire. Les portraits historiques qui composent ce volume témoignent de l'influence des dames sur la cour des Valois au bel âge de la Renaissance, puis au siècle suivant, celui de la contre-réforme. Est-ce que vous pourriez développer pour nous comment se manifeste cette entrée des femmes dans les cercles de pouvoir à cette époque-là? Quelles sont les fonctions nouvelles qu'elles occupent? Quels sont les rôles qu'on leur ménage ou qu'elles prennent? Je commençais par remarquer que ce soit au XVe, mais au XVIe, vous avez un exemple de femme extrêmement fameux en France. Catherine de Médicis, qui était quand même un sacré personnage, une femme extraordinaire. Et elle a emmené elle-même, d'ailleurs, elle a valorisé assez globalement les femmes, que ce soit Diane de Poitiers, tout ça. Les femmes existent. Et le XVIIe siècle est encore plus manifestement marqué par la présence et le pouvoir des femmes. Et je parle des femmes... C'est difficile d'en parler parce qu'aujourd'hui, vous savez, le discours, on peut être vite accusé. Comment? Vous n'êtes pas, comment? Sentez-vous libre? Dites le fond de votre pensée. Non, le fond de la pensée, c'est que la position des femmes, c'est vrai, on a raison de dire que juridiquement, elles étaient mineures, etc. Je ne parle pas des... Il y a plusieurs genres de femmes. Je veux dire, pas la même, sur les classes sociales. Mais si vous songez par exemple à Marie de Médicis, elle vient en France en 1600, elle a 25 ans, elle est de la famille Médicis, Italie, Toscane, elle a 25 ans, elle vient épouser Henri IV, elle est régente jusqu'à ce que son fils Louis XIII prenne le pouvoir en 1617, le pouvoir personnel, je veux dire. C'est une personnalité importante, Marie de Médicis. Après, vous avez quoi? Tout ça pour dire à quel point les femmes, à l'époque, ont des fonctions tout à fait éminentes. Anne d'Autriche, qui épouse donc, comme vous le savez, Louis XIII, et qui accouche, pas Louis XIII, mais Anne d'Autriche, maintenant on ne sait plus, qui accouche de Louis XIV, considérable. Des gens comme Henriette d'Angleterre, Henriette d'Angleterre, c'était la nièce de Louis XIII, c'était la femme du frère de Louis XIV, monsieur. Bon, Henriette d'Angleterre, elle est morte en 1670, je crois. 70, voilà, c'est ça, exactement. Henriette d'Angleterre, vous dites, ouais, qu'est-ce que c'est que ça peut être? Non, c'est une espèce de Diana de l'époque, et je ne plaisante pas. C'était une véritable star à la cour de France. Elle meurt très, très, très tôt, malheureusement. Bon, c'est une personnalité,
C'est à elle que, par exemple, Racine va dédier Andromaque. Bref, Madame de Lafayette. Les femmes sont la grande mademoiselle. Enfin, on voit les femmes. Les femmes existent. Bien sûr que le pouvoir effectif chez les hommes, mais le pouvoir des femmes est tout à fait évident. Et pas seul. Si on parle des salons, ceux qui tiennent les salons, ce sont des femmes. Les femmes maîtrisent la parole. Peut-être parce qu'elles sont bavardes, intelligemment, bien sûr. Et peut-être qu'elles sont plus bavardes que les hommes. Peut-être une plus grande loquacité que les hommes, spontanée, j'en sais rien. En tout cas, et quand on lit certains textes, elles ont un bagou, les femmes. Même dans la campagne. C'est pas les chétives créatures. Il y a cet aspect-là aussi, cependant. Il y a une violence contre les femmes. Comme à l'époque comme aujourd'hui, celles qui sont violées, c'est bien les femmes. Dans les temps de guerre, tout ça, c'est évident, tout ça. Mais, ces siècles, en France en particulier, sans doute plus qu'ailleurs, ces 2 siècles-là, de 17e, 18e, le 19e peut-être moins. Je trouve que il me semble que la condition de la femme au 19e est beaucoup plus dure, me semble-t-il. Mais 16e, 17e, 18e, par exemple, pour ne prendre que cela, puisque moi les autres siècles précédents, je les connais nettement moins bien, la femme est très présente. Et c'est pas un personnage secondaire, pas du tout. Je pense qu'elle participe très pleinement à la construction de cette société, je pense, et pour le meilleur, en plus. Pour le meilleur. Vous avez évoqué la minorité des femmes, et sur le sujet des femmes mariées, et sur ce sujet, vous faites le commentaire suivant. Dans un lieu où le mariage tient légalement la femme pour mineure, l'adultère se veut le lieu d'égalité, puis le mariage propulsait les femmes dans le champ des rivalités au lieu de les en soustraire. Ainsi, les nouvelles épouses attiraient les corrupteurs comme la confiture attire les abeilles. C'est une description de la vie de la cour. Hein. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Regardez, qu'est-ce que vous entendez par là? Pour une raison très simple. Une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, théoriquement, elle est intouchable. C'est une jeune fille, elle est intouchable. Mais une fois qu'elle est mariée, attention, je parle dans cette société de cour. Hein. Dans les villages et tout ça, c'est d'autres chansons. Hein. Et en ville, c'était vraiment autre chose. Mais dans la société de cour, chez les grands, quoi. Si vous vous souvenez de la princesse de Clèves, c'est évident. La princesse de Clèves, elle dit, je ne veux pas tomber comme les autres femmes. Une fois que vous êtes mariés, bien sûr, vous êtes non pas libre, mais représentez-vous quelque chose, quand même, mes chers amis. Un mari jaloux. Est-ce pensable? Là, ça fait partie quand même des nouveautés. Est-ce pensable? Mais qui est-ce que ça choquait particulièrement, les maris jaloux? Les précieuses, les femmes précieuses, qui ont un rôle très très important pour le langage. Hein, il y a eu Malherbe au début du XVIIe, et ensuite il y a eu les précieuses pour la façon de travailler la langue d'une façon, bien sûr, qui était peut-être un peu trop sophistiquée. Mais bref, en tout cas, le XVIIe, oui, enfin, les femmes mariées, étrangement, dans cette société, devenaient libres, cibles, je veux dire. Et les hommes le savaient bien. Donc vous voyez quand même quand on parle de ces siècles, je parle de le XVIe, c'est différent. Le XVIe siècle est différent. C'est très marrant, c'est toujours pareil. La contre-réforme, c'est très rigoureux, l'angoisse, la religion très présente. C'est le siècle de Bossuet, de Bourdaloue, des grands prédicateurs. C'est tout ça. On peut pas supporter ça, nous, c'est pas possible. Ça, c'est évident. Hein. Et en même temps, dans la haute société, c'est un siècle non seulement d'immense, extraordinaire raffinement, mais aussi, comme on vient de le dire, les amours voltigent, comme ça. Et regardez la princesse de Clèves, c'est ça l'affaire. Je ne veux pas tomber comme des femmes qui. Voilà. Je ne sais pas si vous en souvenez tout dire. Alors, je voudrais retrouver un passage parce que vous rappelez judicieusement que le propos qui est le vôtre s'applique donc à la société de cour. J'ai relevé donc une citation, page. Attendez, je retrouve. Excusez-moi, je vais la voir là. J'ai donc retrouvé une citation à propos de la rupture négociée entre le duc d'Orléans
appelé à devenir le futur régent, et une de ses maîtresses, en l'occurrence Madame d'Argenton, rupture qui avait été imposée parce qu'elle déplaisait à Louis XIV, j'y arrive, vous rapportez, c'est là, pour la dédommager de la rupture, le duc d'Orléans offrit à Madame d'Argenton une fortune qui, tout compris en pierreries, propriétés, pensions, dépassait les 2 millions de livres. Ce montant équivalait au centième des 200 millions de recettes globales du trésor public de l'année 1709, où un hiver au fleuve gelé produisit une famine exceptionnelle dans les villes comme dans les campagnes, traduite par des armées de squelettes en haillons qui mendiaient aux portes des palais, des monastères, des églises, des demeures bourgeoises, par une hécatombe de nourrissons cramponnés au tarissement des mamelles, d'enfants diaphanes, de vieillards réduits à leur peau et de malades recueillis dans les hospices ou à l'agonie sur la paille glacée des masures, blottis pour se réchauffer contre les flancs décharnés du bétail. Et effectivement, quand on lit vos portraits, on a toujours en arrière-plan cette idée de l'incroyable inégalité entre la société de cour et les gens du peuple. Pourtant, Chantal Thomas, qui a écrit l'une des 2 préfaces de votre ouvrage, donc avec Guy Bollet, nous rappelle, nous en avertit, tous nos schémas sur la lutte des classes et l'argent sont faux pour interpréter cette époque. En quel sens peut-on lui donner raison ? Au vu aussi de ce scandale. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, pardon, je précise, j'ai fait le calcul quand même, 1/100 du trésor public de l'époque, c'est comme si François Hollande, au moment où il s'est séparé de Valérie Trierweiler, lui avait versé 15 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des budgets de la culture, de l'agriculture et des sports réunis. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ça fait beaucoup. Ça se payait très cher hein, pour les gens du peuple. Et pourquoi ce commentaire-là est inopérant pour comprendre l'époque ? Bah, vous savez, la France, à l'époque, comme la plupart des pays d'Europe, d'ailleurs, ou tous même, c'est un pays à 95% rural, composé de paysans. Entre paysans eux-mêmes, il y a les paysans riches, parce qu'il y a des paysans qui sont riches, naturellement, les laboureurs sont riches. C'est les koulaks, si j'ose dire, comme disait le camarade de Staline. Bon. Et puis vous avez les paysans pauvres, vous avez tout ça, misérables, tout ça. Mais ça ne forme pas une classe sociale, ça. La société de cour, ça ne forme pas une classe sociale. C'est une société, effectivement, bien sûr. La classe, en tant que classe, à mon avis, qui commence à émerger, c'est laquelle? Hein? Bien sûr, c'est la bourgeoisie qui commence à... Et à qui, qu'on retrouve dans tous les gouvernements et les actions d'ailleurs de Louis XIV déjà, hein, comme vous le savez. Louis XIV, il y avait un seul personnage de la très haute aristocratie dans ses gouvernements, un seul, c'est le duc de Beauvilliers. Tous les autres, les Colbert, etc., c'était à l'origine, c'était de la très haute bourgeoisie, mais c'est la bourgeoisie. Et je pense donc que c'est la bourgeoisie qui n'a pas en tant que classe d'émerger. Les paysans n'ont jamais formé la classe paysanne, c'est pas une classe prolétaire. Il y a des salariés, il y a encore une fois, il y a des laboureurs, c'est très indistinct ça. Ils n'ont pas nécessairement en plus le sentiment d'une opposition. Il faut attendre. Et même la Révolution française, classe, contre la noblesse, contre la bourgeoisie, c'est un peu. Je pense que les limites, les frontières sont un peu trop tranchées, parce qu'en fait, c'est plus fluide que ça. Bon. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle a raison. La France, c'est 90, 92, voire 95% de ruralité. Hein, mais alors, il faut décliner ensuite au sein du monde paysan les différences, et comme au sein d'ailleurs de la société civile, si j'ose dire. C'est pour ça que je dis non, ce n'est pas un conflit de classe. Alors c'est un conflit de quoi? Est-ce que c'est un conflit au XVIIe? Il y a des jacqueries, naturellement, comme au XVIe du reste. Mais est-ce qu'il y a une classe sociale qui aspire, qui est assez organisée pour prendre le pouvoir contre une autre? Non, pas du tout. Absolument pas. Et même la Révolution française, c'est une classe, oui, mais est-ce qu'il y a eu un parti il y a eu des partis, oui, avec la Révolution, certes. Mais ce n'est pas la Révolution bolchevique. Hein. J'ai 2 dernières questions avant de nous focaliser sur certains portraits plus spécifiquement.
Deux dernières questions générales, je veux dire. La plupart des Français connaissent aujourd'hui le grand siècle grâce au roman d'Alexandre Dumas. Comment jugez-vous ce prisme jurassien, vous-même? Bah, Quel regard vous portez dessus? Sur Alexandre Oui. Dumas, bah, c'est formidable. C'est formidable, parce que c'est un conteur. Il raconte extraordinairement maintenant, et c'est la condition même d'ailleurs de son écriture. Il prend beaucoup de liberté quand même, bien sûr, Alexandre, hein, Dumas. Mais justement, c'est pour ça qu'il peut écrire comme ça. Sinon, il serait quoi? Il serait historien, mais un peu besogneux, ou alors il serait biographe, par exemple. Et donc, sa liberté d'interprétation, d'imagination, elle se retrouve, c'est pour ça que ça nous fait rêver. C'est formidable. Je note la pique pour les biographes et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Dernière question un peu générale pour comprendre l'époque. On a parfois dit que les auteurs de la Renaissance croyaient en l'homme, tandis que les moralistes du XVIIe siècle étaient, eux, désabusés, qu'il y aurait d'un côté Pic de la Mirandole, l'optimiste, face à La Rochefoucauld, le pessimiste. Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce qu'on peut dire que le XVIIe siècle est un siècle sombre, pessimiste quant à l'humanité? Ah, je trouve. Ah, je trouve. Oui, je trouve que c'est vrai. Le beau XVIe siècle, c'est vrai, mais c'est un siècle, curieusement d'ailleurs, il y a les guerres de religion, mais c'est un siècle qui est extraordinaire. C'est le siècle de la Renaissance naturellement italienne qui vient chez nous, c'est l'invention de l'imprimerie qui ouvre. C'est là que tous les ports commencent à s'ouvrir du côté de l'Afrique et bien sûr de l'Amérique latine. Le XVIe, avec toutes les horreurs de l'époque et de toutes les époques, hein. Mais le XVIe, c'est effectivement une redécouverte de l'homme. D'abord parce que le corpus religieux se bouleverse. Bon. Le XVIIe, c'est un refermement, indiscutablement. Quand on parle de l'âge de la culpabilité, je le crois. Le pouvoir politique, l'anarchie absolue, je parle de la France, mais en Espagne, c'est pas tellement différent. En Italie, c'est les grandes principautés. Enfin, bref, il y a certainement au XVIIe, c'est le siècle de Saint Augustin, le péché originel. Tout bêtement, je veux dire, où c'est devenu une pensée qui a été quasiment, pas instituée, mais assurée, défendue par l'Église de la contre-réforme. Saint Augustin, une fois, c'est le péché originel. L'homme est mauvais. Et les moralistes pensent ça, un peu, enfin, ceux que je connais en tout cas, pensent ça profondément. L'homme est mauvais. Il est mauvais dans quel sens? Il est défectueux. Il est maudit, quoi. Mais au sens le plus fort du mot maudit, c'est-à-dire il a été souillé. Voilà. Alors c'est un peu la confiance. Il était souillé, c'est ça le péché originel. Pourquoi il est déchu? C'est un ange déchu de cet angle-là. On est très très loin de ce que va inventer ensuite Rousseau avec l'homme est bon. Vous voyez la réaction comme ça, dans laquelle on est aujourd'hui, nous, à mon avis, on est entre les deux. On ne sait plus très bien. Mais au XVIIe, les moralistes, oui, alors ça se voit. C'est quoi les moralistes? C'est La Bruyère, c'est Saint-Évremont, c'est La Rochefoucauld, c'est Pascal, c'est pour les plus connus. Hein. L'homme est pernicieux, est menteur, est hypocrite, etc., etc. Enfin, vous connaissez les hommes, et les femmes, bien sûr. Hein. Oui, c'est un siècle qui n'est pas un siècle heureux, le XVIIe, pas du tout. Pour préparer l'entretien, j'ai relu la préface qu'Émile Cioran donne à son anthologie du portrait. Et précisément sur ce sujet-là, il écrit « On dirait que dans les portraits qu'il trace de leurs contemporains, ils, c'est-à-dire les moralistes, s'attachent à nous montrer la manière dont s'incarne, se prolonge et s'individualise le péché des origines. Et s'ils ont recouru à l'idée de notre propre chute, c'est qu'ils sentaient sans doute qu'elle leur offrait la clé des êtres. » Vous, à titre personnel, c'est un sentiment que vous éprouvez? Vous partagez ce sentiment-là avec les moralistes du XVIIe? Est-ce que je pense ça des hommes? Oui. Écoutez,
En fait, quels sont vos sentiments à l'égard des personnages dont vous dressez les portraits? Moi, je suis à peu près comme tout le monde. Enfin, j'imagine, au XXe siècle, on a vu le pire de ce que l'homme était capable de faire. Le pire. Et pas seulement par le régime nazi, pas seulement. On a vu les horreurs les plus abominables qu'on avait jamais eues. Sous nos cieux, en tout cas. Donc, difficile d'être rousseauiste. Moi, personnellement, ça m'est un peu difficile de me lever le matin en disant ah, l'homme est bon, c'est formidable. J'ai un peu de peine. Maintenant, je sais pas, mais ça, j'ai peine à répondre à votre question, Hugo, parce que chacun peut se faire une opinion, avoir un sentiment. Alors j'en ai une autre un peu plus précise, qui est extraite elle aussi de la préface de Sioran. En grande partie, le portrait en tant que genre est issu de la vengeance et du cauchemar de l'homme de bonne compagnie qui a trop pratiqué ses semblables pour ne point les exécrer. Êtes-vous un homme de bonne compagnie qui exècre ses semblables? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, là, la question était pour le... Oui, non, mais vous avez raison, c'est amusant. Non, pour pas la du tout. boutade, mais... Pour faire un portrait, écoutez, il y a quelque chose de simple quand même. Quand on fait le portrait de quelqu'un, que ce soit en peinture d'ailleurs, mais même à fortiori quand on écrit, on passe un certain temps avec lui ou avec elle. Bon, à moins d'être complètement masochiste, ce qui n'est pas mon cas, enfin j'espère, il faut avoir un plaisir, et je dirais aussi une affection, une dilection pour la personne qu'on peint, que ce soit Il y a une citation que je donne à la fin de Fumaroli sur le portrait. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous en souvenez. Oui, je ne l'aurai pas dans mes notes, mais je peux, si vous me laissez le temps... Oui, non, je vous la trouve tout de suite si vous voulez. Ah. Mais vous la lirez. Hein. J'en ai pour une seconde. Fumaroli, vous connaissez Fumaroli? Oui, hein, grand monsieur à sa manière. Hein. Vous voyez, regardez Hugo, c'est là, vous voyez. Je retiens par ailleurs ici. Là. Ah oui. Donc, les lignes en question sont dialogue, conversation, entretien, malentendu, étreinte à distance. L'histoire de l'art du portrait décline tous les modes humains et religieux du face-à-face fertile avec l'autre, l'éclipse de cet art au cours du XXe siècle, sa réduction à la caricature par les artistes modernistes et sa reddition aux clichés photographiques sont contemporains du déclin des égards dans les relations humaines entre vivants et dans les relations religieuses entre vivants et morts. Une ère a commencé où la brutalité expéditive est la norme, la civilité et la piété l'exception. Oui, et alors évidemment, lui il parle du portrait de la peinture, hein. Mais on peut appliquer ça au portrait littéraire, qui commence d'ailleurs en tant que tel. C'est presque d'ailleurs contemporain de ce qui se passe en peinture. En France, les premiers portraits littéraires conçus comme tels, c'est le XVIIe siècle, avec Mademoiselle de Montpensier. Bon. Mais ce que dit Fumaroli, moi je ne suis pas nécessairement d'accord, et on n'est pas nécessairement d'accord avec sa définition de la photographie. Ça peut être magique, la photographie, mais c'est un petit peu, ça rejoint, c'est ce que je disais sur les temps vides et les temps pleins. Le XVIIe étant plein, le XVIIe et les temps d'avant, de ce côté-là, pas que le XVIIe, jusqu'à 1950 chez nous même, quasiment. Les morts étaient vivants. Nos morts étaient vivants. On leur parlait, ils étaient près de nous, ils le sont encore, mais de moins en moins. Et par des monuments, il y avait ce dont il parle, lui, ce dialogue qu'il y a entre l'au-delà et ici, etc. C'est en ça qu'un monde est plein. Et c'est en ça que le monde, le nôtre, a tendance à se vider. Ça donne du désespoir, un désespoir un peu particulier d'ailleurs, qui peut se traduire parfois par des violences étranges. Bon, voilà. Mais cette histoire sur les portraits, ce que dit Sioran, moi je ne suis pas d'accord avec lui, mais il est tellement brillant, Sioran. Quand on fait un portrait de quelqu'un, moi si je fais le portrait de quelqu'un, c'est que je l'aime. Je l'apprécie ou je l'admire en tout cas. Sinon je passerais mon chemin, quoi. Je dois faire. Mais Sioran en même temps a raison, parce que simplement remarque, quand vous voyez les portraits de Saint-Simon, des gens de son époque, je ne sais pas si vous avez lu ça un petit peu, les portraits de Saint-Simon qu'il dresse, sanglants, ils sont épouvantables. Alors, on va peut-être parler de Saint-Simon, mais
évidemment, étant obligé de choisir certaines des figures du livre, je voudrais quand même qu'on parle avant d'Henriette d'Angleterre, ce qui me semble suivre l'ordre chronologique et donc peut-être la compréhension pour le public. On a déjà évoqué cette figure à plusieurs reprises dans le fil de la conversation. Henriette d'Angleterre, donc, vous faites ce commentaire à propos de sa disparition. Le ressort tragique de cette histoire, c'est son rythme. Moins de 2 mois s'écoulent entre la mission de Madame à Douvres auprès de son frère Madame, Charles II. Henriette d'Angleterre. Oui, Voilà. Madame, c'est tout à fait, vous avez raison de le préciser. Entre la mission de Madame à Douvres auprès de son frère Charles II et le Madame se meurt, Madame est morte, de Bossuet à Saint-Denis le 21 août 1670, à peine 2 semaines séparent le retour d'Angleterre et la mort le lundi 30 juin à 2h30 du matin, les lèvres pressées sur le crucifix d'Anne d'Autriche qu'on vient de placer entre ses mains. 9 heures enfin entre le rafraîchissement d'une tasse de chicorée, présentée par sa dame d'Atour l'après-midi du dimanche 29 juin, et les petits mouvements convulsifs de la bouche qui marquent le terme de la souffrance. La précipitation des événements, le subit retournement de la gloire en un, ouvrez les guillemets, je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue, cet écart infiniment petit, cet intervalle infime entre l'éclat du monde et le corps inerte, voilà ce qui frappe les contemporains. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Jean-Michel de La Comté, qui était Henriette d'Angleterre et pourquoi sa mort, en plus donc de la brièveté, de le laps de temps dans lequel elle est intervenue, fut un traumatisme à la cour? Oui, tout à fait. Henriette d'Angleterre, elle a épousé le frère de Louis XIV, monsieur Philippe d'Orléans. Elle a épousé. Vous savez, Louis XIV, quand il prend le pouvoir personnel, il a 22 ans. Hein. Macron, par exemple, était jeune, mais enfin, il est battu, hein, largement. Il est tout jeune, hein, Louis XIV. Son frère, il a 20 ans, 19 ans, 20 ans, disons, le duc d'Orléans, monsieur. Et sa femme, Henriette d'Angleterre, c'est incroyablement jeune, cette cour. Incroyablement jeune. Cette cour lorsque Louis XIV prend le pouvoir personnel. Il était roi jusqu'alors, mais après la mort de Mazarin, donc en 1660. Et Henriette d'Angleterre, elle a 18 ans. Et c'est une. Henriette d'Angleterre, encore une fois, c'est la fille d'Henriette de France, c'est-à-dire la sœur de Louis XIII. Donc c'est la nièce, je vous l'ai dit, de Louis XIII. C'est une petite jeune femme toute blonde, très jolie. On pourrit tout ça, mais on passe dessus. Parce que non, mais ça compte pas. Après, elle est délicieuse, cependant, elle plaît. On la trouve belle, elle est charmante. Et c'est un monde de fête avec. Alors lui, monsieur, c'est un petit gros avec plein de bijoux, etc., qui aime les garçons. Bon, Louis XIV, lui, il n'apprécie pas trop, mais enfin, il le laisse faire, après tout. Et puis Louis XIV, quant à lui, c'est comme un renard dans un poulailler. Hein. Tout ce qui bouge, il attaque. Non, mais c'est vrai, en plus. Et il épouse Marie-Thérèse d'Autriche, elle a 20 ans, une petite boulotte, les matins de plaisir, on la voit taper dans ses mains, comme ça, elle est toute contente, parce qu'elle a passé une bonne nuit avec Louis, avec son époux, vous voyez tout ça. Ça vit plus ou moins en bonne intelligence, quand même, sous la surveillance, quand même, d'Anne d'Autriche, qui, à l'époque, a une bonne 60aine d'années, qui est une femme extrêmement pieuse, qui protège, soit dit en passant, l'un des plus grands écrivains que nous ayons, qui moi j'adore, c'est Bossuet, qui fait l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. D'ailleurs, Madame se meurt, Madame est morte. Hein, c'est lui, Bossuet. Un jour, vous avez eu l'occasion d'entendre Bossuet, pas Bossuet, mais enfin, une oraison funèbre ou un serment de Bossuet, serment sur le mauvais riche, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup des riches, vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas, je ne me rends pas compte si vous suivez les actualités, mais c'est intéressant, ce que dit Bossuet, le mauvais riche, le bon riche, bon bref. Et donc, c'est une Henriette d'Angleterre, vous voyez, cette petite jeune femme qui a 18 ans, comme ça, au moment où le roi, enfin, réalise le pouvoir personnel, et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une star, c'est Lady Diana. Et c'est la sœur de Charles II d'Angleterre, du roi, aussi jeune qu'elle. Ils s'aiment beaucoup, ces deux-là. Et Charles II, c'est le fils, évidemment, de Henriette de France et de Charles Ier, qui s'est fait, comme vous le savez sans doute, décapiter par Cromwell. Et Louis XIV, qui est une formidable tête politique, s'aperçoit qu'il aime bien sa belle-sœur. Il l'aime bien, ils s'aiment bien tous les deux, d'ailleurs. Un peu plus que bien. Hein. Enfin, je crois, sans aller trop loin quand même. Quand même.
discutez pas, mais semble-t-il, ils ont respecté les formes. Et c'est son frère, quand même, monsieur. Hein. Et il se trouve, donc, Louis XIV utilise très largement Henriette d'Angleterre dans les négociations politiques avec Charles II d'Angleterre, qui lui-même, encore une fois, est à peu près du même âge. Et c'est la grande lutte, à savoir, l'Angleterre sera-t-elle protestante ou elle l'est, catholique, elle l'est, l'Écosse est catholique. Enfin, bon, vous voyez, c'est important. Et la France est la puissance catholique, comme l'Espagne d'ailleurs, mais avec qui elle est en guerre. C'est un peu compliqué, passons. Elle, notre amie Henriette d'Angleterre, donc Henriette d'Angleterre, mais elle vit en France, hein, naturellement, elle est à la cour de France, au Louvre, pas à Versailles, c'est pas encore à Versailles. Et il se trouve que un jour, elle fait en 70, enfin 1670, je veux dire, elle fait cette mission en Angleterre pour aller voir son frère, Charles, puis nouer des accords secrets. Bon. Et puis elle revient, et puis en quelques heures, au mois de juin, elle va se baigner, tout ça, il fait chaud, et en quelques heures, elle prend une tasse de chicorée, comme ça, que lui tend sa dame d'Atour, je crois, et puis en quelques heures, elle meurt. Voilà. Et le fait qu'elle meure comme ça, ensuite, on fait une autopsie, on s'aperçoit qu'il y a les organes très abîmés, enfin, je ne sais pas ces détails. C'est quoi la grande question qui se pose? L'empoisonnement. Voilà. Et on accuse et on soupçonne, et l'Europe ne parle que de ça. À la télé, ils en parlent tout le temps. Elle a été empoisonnée, regardez, voyez le genre. Et voilà, c'est ça. Et puis une autopsie en présence de l'ambassadeur d'Angleterre, de tas de médecins, tout ça. Et puis finalement, il ne semble pas qu'elle ait péritonite, on pense. On n'en sait rien. Elle a été très abîmée, semble-t-il. Comme Bobet, les conditions de vie n'étaient pas toujours, puis ce qu'il mangeait et tout, puis elle était peut-être faible, tout simplement. Alors vous épargnez le public, mais moi j'ai quand même envie de lui infliger, si j'ose dire, la description que vous faites de l'autopsie, parce que c'est aussi, ça dit la langue de notre invité. Accrochez-vous. Hein. Ce qui domine dans l'autopsie de Madame, ce sont les couleurs. Les intestins brillaient d'un jaune ardent, au fond sous le diaphragme était répandue une liqueur entre le jaune et le blanchâtre, tandis que le foie d'un jaune cendreux avait la teinte d'un ventre de biche. Au premier coup de ciseau, le ventre s'est affaissé dans une puanteur horrible. On ouvrit la poitrine, les poumons étaient engorgés de sang noir, qui avait manifestement chauffé puis brûlé. En apparence, le ventricule de l'estomac, parfaitement conditionné, était d'une substance ferme et blanche, mais on découvrit une quantité de bile glaireuse et fortement colorée. On poussa les ciseaux jusqu'en haut de l'œsophage, rempli d'une même humeur jaune, qui montait jusqu'à la bouche. L'orifice intérieur également était gorgé d'humeur, une bile épaisse qu'on aurait pu ramasser à la cuillère. Quelle horreur! Bah, bon appétit quand même, mais c'est les descriptions qu'on donne. Hein. Vous savez, les autopsies, c'est comme ça qu'elles s'expriment, quoi. La médecine, il faut voir comment ils en parlent, les médecins, il faut voir ce qu'ils voient, enfin, comme aujourd'hui, remarquez. Hein. C'est pas tout à fait, c'est un langage moins technique que le nôtre. Donc, il y a quelque chose de fait mystique dans le langage technique, parce qu'on ne le comprend pas nécessairement, ou en tout cas, ça éloigne l'objectif, si je puis dire. Là, les organes apparaissent sous leur... Plus ou moins vrai ce que je dis, mais quand même, grosso modo, sous leur nom, l'estomac, des choses comme ça, on ne va pas mettre des termes trop... Donc, on prend ça directement comme ça. Et naturellement, je vous passe les odeurs, je ne dirais pas les saveurs, mais les odeurs. Alors, je voudrais préciser quelle était la mission à Douvres qu'elle a remplie, puisque je crois que ça illustre aussi votre propos de tout à l'heure sur la place croissante des femmes, et notamment dans le pouvoir. Elle était chargée de briser la Triple Alliance, qui était donc une alliance entre l'Angleterre, les Pays-Bas et la Suède, j'entends. J'ai un doute sur le troisième pays. Oui, sans doute. Et aussi de rallier son frère à l'Église romaine. Tout à fait. Et on découvre en vous lisant quel était le prix pour rallier l'Angleterre à l'Église romaine. Ça coûtait 2 millions de livres tournois, tout simplement. Tout à fait. Vous l'avez rappelé, elle est désormais indissociable des mots de Bossuet. Madame se meurt, Madame est morte. Outre la beauté de sa langue, que peut-on dire de l'oraison que Bossuet prononça? Quel était son message et à quel public s'adressait-elle? Le public, c'est l'horizon, elle est tenue. C'est la cour, mais pas seulement.
à Notre-Dame. C'est aussi Oui. une perche que je vous tends pour parler de Bossuet lui-même. Oui. Ce qui est difficile avec Bossuet, enfin bon, il y a plusieurs choses sur Henriette d'Angleterre, c'est pour ça que je bégaye comme ça un petit peu, excusez-moi, je balbutie. Lui, il balbutiait pas, Bossuet. Personnage extraordinaire, hein. Extraordinaire, parce que l'horizon funèbre, il la prépare. L'horizon funèbre. Le sermon, il l'improvise. Il en a fait à peu près 5000 sermons, Bossuet. C'est à peu près. On en a conservé une quinzaine. Il improvisait, puis il y a quelqu'un qui prenait un petit peu comme en sténo, comme ça, et puis ça donnait, mais tout ça a été perdu. Et alors, bon, l'art de Bossuet, l'éloquence, c'est des questions formidablement intéressantes. D'ailleurs, qui ne peuvent que vous intéresser, mon cher Hugo, parce que, ah oui, parce que c'est l'art du discours. C'est bien la question de l'éloquence. Puis Henri écrit un très beau livre qui s'appelle L'art de l'éloquence à l'âge classique. Hein. C'est l'art de l'éloquence. Il y a peut-être aujourd'hui en France, dans le domaine politique, je dis ça une remarque en passant, une crise de l'éloquence. Le pouvoir se porte par la voix. Hein. De même que Bossuet disait, la religion, elle convainc par l'oreille. Ça passe par l'oreille, par la voix, comme ça. Peut-être le succès, l'une des raisons du succès de la religion catholique ou chrétienne dans beaucoup des pays d'Afrique, ça vaut pour l'islam d'ailleurs, ouais, même si les gens ne savent pas lire et écrire, éventuellement. Bon. Donc, Bossuet. La difficulté, vous voyez, simplement je le dis parce qu'on ne va pas étudier toute la raison, mais la raison, mettez-vous à sa place avec, à Bossuet. Il y a Henriette d'Angleterre qui a vécu des amours adultères. On ne sait pas jusqu'où c'est allé. Enfin, il y a quelques personnes, dont un personnage extraordinaire, le comte de Guiche. J'adore ce type-là, le comte de Guiche. Bon, elle a été très amoureuse de lui, et lui aussi sans doute. Lui aimait bien les garçons, aimait bien les filles. C'était un type formidablement aventurier. Bon, ah oui, la cour jasait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui, Louis XIV, Bossuet, pour parler de ça pendant son horizon funèbre? Il va dire, ah, elle a eu une idylle avec le comte de Guiche, elle a eu des amoureux, même avec le roi, peut-être. Regardez, Paris Match, ils vous en parler. Pas du tout, ça se passe comme ça. Comment il va faire? Ben, il faut qu'il en parle sans en parler. Donc, il évacue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant la fin extraordinairement pieuse et courageuse de Henriette d'Angleterre. Je rappelle, c'est une toute jeune femme, elle meurt très vite, elle meurt avec beaucoup de dignité, c'est ça, c'est la mort pieuse, la mort dans les formes, la mort pieuse. C'est ça qu'il va mettre en avant. Vous voyez, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les grandes morts. Les gens savaient mourir. Les gens savaient mourir, parce que c'était ça à l'époque. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? La médecine était quand même peu puissante, en fait, était même carrément impuissante la plupart du temps. L'horreur était là. Jugement dernier. Je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de gens très chrétiens qui croient au jugement dernier, au diable, tout ça. Hein, moi, je ne me moque pas du tout, tant s'en faut. Mais ils vivaient là-dedans. Alors, au moment de la mort, le grand passage, et en plus, il y avait la souffrance chez Henriette d'Angleterre. Je veux dire quelque chose à propos d'Henriette d'Angleterre, simplement parce qu'on ne va pas en parler plus trop, parce qu'on pourrait en parler énormément. Henriette d'Angleterre, c'était l'amie de Madame de Lafayette. À peu près du même âge. Enfin, Madame de Lafayette était un peu plus âgée qu'elle. Hein. Et il se trouve que... C'était ma question suivante. Ah bon, bah, mais allez-y, non, allez-y. Ah bon. Il se trouve que Madame de Lafayette, donc, qui a écrit, comme vous le savez, La princesse de Clèves, hein, a écrit les mémoires, en quelque sorte, c'est ce qu'elle dit elle-même, hein, les mémoires d'Henriette d'Angleterre, c'est-à-dire qu'Henriette d'Angleterre lui parlait comme ça, elle racontait sa vie, et Madame de Lafayette prenait en note, et ensuite elle en a fait un ouvrage, un petit ouvrage d'ailleurs, sur les mémoires de Madame. Or, selon moi, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai écrit 2 livres sur la princesse de Clèves, de nature différente. D'ailleurs à 20 ans de distance.
Le premier, il est 6 mois, et l'autre, non, je plaisante. Le premier, j'étais encore jeune étudiant, mais l'autre, plus de 20 ans plus tard, avec une tonalité différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'Henriette d'Angleterre, eh bien, c'est Madame de Lafayette. Non, oui, c'est ça, c'est merde, c'est la princesse de Clèves. La princesse de Clèves, je pense, a pris très largement les traits, la mentalité, la sensibilité de Madame. Ça me semble très inspiré. Alors ça pose d'autres questions. Comment est-ce que vient l'inspiration? Pourquoi, etc. Je ne sais pas là-dessus. Mais selon moi, il y a une forme d'imprégnation d'Henriette d'Angleterre par la princesse, non, de la princesse de Clèves par... Parce que moi, dans ce gros livre, là, vous voyez, la princesse de Clèves joue un rôle central. Un rôle important. Et même curieux, d'ailleurs. Surtout que c'est un texte que j'ai l'occasion de... J'ai toujours aimé beaucoup les... Vous voulez dire dans le choix d'en faire une anthologie? Dans les portraits que j'ai écrits. Ah, dans chacun des différents portraits. Elle est presque partout présente. Madame de Lafayette ou la princesse de Clèves, oui, presque partout. Je pense que, vous savez comme moi, on a dit le premier roman d'analyse, roman par une femme, soit dit en passant, elle inaugure, classiquement, disons, la plume féminine comme ça, et qui a pris Dieu sait quelle place. Hein. Dans tout ce que j'ai écrit, je m'en suis rendu compte, elle est presque tout, pas tout, mais presque, elle est présente, la princesse de Clèves. La jeune fille, le roman lui-même. Et elle est très présente dans notre littérature, hein, encore aujourd'hui. La représentation de l'amour, de la femme, de tout ça, c'est très présent. Voilà. Et Bossuet aussi est très présent. Dès qu'on écrit des choses comme ça, on s'aperçoit que, je ne suis pas le premier à le dire, hein, des thèmes, sans le savoir, sans le vouloir, ben ça court comme ça, comme dans une vie n'importe laquelle, on a des thèmes qui nous structurent, si j'ose dire, c'est pareil, qui nous traversent et qui nous composent. On reviendra peut-être sur les correspondances entre vos différents portraits. Je voudrais, avant qu'on parle de Saint-Simon, vous poser une question, hélas, une seule question sur Bossuet. On découvre dans le portrait que vous faites de lui tout d'abord son génie précoce, d'emblée, et époustouflant. Je crois que le directeur de l'école où il fait les études lui propose à la fin de ses études de le remplacer à son poste, tout simplement, alors qu'il cesse à peine d'être étudiant. Et puis j'ai noté ces phrases que vous citez de Sainte-Beuve, qui parle de Bossuet comme une des religions de la France, une autre de Paul Valéry, qui écrit à son propos « Nul plus sûr de ses mots, plus fort de ses verbes, plus énergique et plus délié dans tous les actes du discours, plus hardi et plus heureux dans la syntaxe et en somme plus maître du langage, c'est-à-dire de lui-même », et puis Claudel, qu'il qualifie de grand maître de la prose française et qui, dans Histoire des variations des églises protestantes, fait cette confession: si un seul livre de toute notre littérature devait subsister pour témoigner devant le monde de ce que furent la langue et l'esprit français, ce serait l'Histoire des variations donc de Bossuet que je choisirais. Comment vous expliquez comment vous parleriez de cette fascination qu'il a exercée sur les écrivains et peut-être par effet de contraste le relatif anonymat ou la relative indifférence dans laquelle il tombe aujourd'hui? Là, c'est une... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de lettrés ou d'écrivains français qui maîtrisent la langue comme Bossuet. C'est une... il faut jamais oublier, c'est une époque... Bon, évidemment, il parlait latin, comme nous et comme vous et moi, on parle anglais. Non, moi je parle l'anglais, donc j'ai tort de dire ce que je viens de dire. Il parlait parfaitement latin, bien sûr. Il se débrouillait pas mal en grec, mais enfin, il lisait latin dans le texte. Lui et tant d'autres, naturellement. Donc c'est une conception, c'est une langue déjà qui est très structurée par le latin. C'est pas très étonnant. Aujourd'hui, le déclin, disons, on peut discuter le terme, j'en conviens volontiers, de la langue française, c'est aussi tout simplement qu'on apprend presque plus le latin. L'écart, la distance entre le latin et le français ne cesse de devenir béant. Aujourd'hui, à l'époque de Bossuet, non, c'est très lié.
C'est la même matrice, c'est la matrice latine, naturellement. Et donc, ça lui donne, mais jusqu'à 1950, je dis ça. Quelqu'un comme moi, et parmi vous sans doute aussi, moi j'ai fait latin de la 6e jusqu'à la terminale et après. On apprenait ça tout petit. Maintenant, ça existe encore, mais enfin, beaucoup moins. Donc, on était formés là-dedans. Et les gens, après tout, les gens avant, je veux dire, ça commence à basculer quand à partir de, en France, 1970 peut-être, 1968, c'est comme en gros, quoi, peut-être, et un petit peu après, vous voyez. Mais jusqu'alors, là je parle, attention, quand on allait au lycée, hein, alors on dit oui, mais c'était une minorité. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Mais à l'époque qui portait la parole, qui se faisait entendre? Bossuet, comme d'ailleurs les prêcheurs, il se faisait entendre. Il était évêque de Meaux, vous savez peut-être, hein, évêque de Monsieur de Meaux, on l'appelait. Lui, comme d'autres d'ailleurs, il faisait ses homélies, ses sermons dans les églises. Et c'était des gens du petit peuple qui étaient là. Et il parlait, lui, Bossuet, avec sa langue. Hein, il n'était pas en train de simplifier, genre vous, allez, méchants garçons. Non, ce n'était pas ça du tout. Il avait la même langue devant le roi. Enfin, en gros, la même langue devant le roi que devant le petit paysan qui venait l'écouter dans une des églises de Meaux ou des alentours. Ils baignaient là-dedans, les gens, à l'époque. Alors, soit c'était tous les genres de prédicateurs, attention, hein, mais lui, voilà, pour répondre à votre question, Hugo, lui, Bossuet, il passionnait parce qu'il avait une maîtrise exceptionnelle, c'est-à-dire est-ce qu'il avait, et en particulier sur les grands, qui détenait la puissance de parler, de s'exprimer. C'est évidemment là le pouvoir. Ce n'est pas les petits gens du peuple, sauf par les jacqueries. Ben, c'est par exemple Bossuet, et c'est par les classes, la classe, disons ça comme ça, c'est les grands seigneurs, les seigneurs, et puis ensuite, hiérarchiquement, ça se déclinait comme ça. Donc lui, Bossuet, il apparaît comme le maître du langage. Et en France, au XVIIIe, au XIXe, jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'était ça. Aujourd'hui, qui connaît Bossuet? Qui lit Bossuet à l'école? Est-ce qu'on lit encore Bossuet? Moi, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Non, je ne l'ai pas écouté, je l'ai récité lorsque j'étais au lycée. Alors, on avait un prof de français super. On apprenait du Bossuet. Enfin, il ne nous faisait pas que, mais on apprenait ça et on l'étudiait. Aujourd'hui, c'est rarissime. Hein. Et pourtant, une fois, j'y étais pas personnellement, je l'ai entendu Depardieu disant à Notre-Dame de Paris, lisant le Sermon sur la mort. Excusez-moi, mais hein, quand on entend ça. Et moi, je vous le dis en passant comme ça, c'est quand j'étais encore à Paris 8. Vous connaissez Paris 8? En Seine-Saint-Denis. Hein, Seine-Saint-Denis, qui est la Californie moins la mer. La Seine-Saint-Denis. Et bien, à Paris 8, je me souviens les petits jeunes qui étaient là, souvent, des petits maghrébins, vous voyez, des petits aussi, des petits Français du coin, puis des jeunes Africains du Sahara ou des dom-toms qui venaient là pour suivre leurs études. Et je leur faisais... Le corps enseignant était vachement bien, très très bien, très très bon. Les collègues étaient très bons. Et moi, je leur faisais des cours, par exemple, à ces jeunes gens, garçons et filles, bien sûr, sur Bossuet. Et ça m'a toujours frappé, notamment sur Saint-Simon, etc. Vous voyez, sans me dire, ah là là, eux, ils ne savent pas. Parce que non, pas du tout. On prend les corps. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ces jeunes gens? Ils prenaient un peu cette tête-là, peut-être un peu moins bête que la mienne là, mais cette tête-là un peu. C'est ça la langue française, je vous jure. Ah, c'est ça la langue française. Ben oui, les petits jeunes, c'est ça aussi. C'était ça. Ça peut être ça. On a bien fait de venir. Non, mais ça, c'est moi qui l'ajoute. Hein, c'est vrai, ils étaient éblouis. Et les jeunes, pendant les lycées, je ne sais pas si ça s'enseigne aujourd'hui beaucoup, mais à l'époque, c'est éblouissant, quoi. C'est pas que tout le monde apprécie nécessairement, mais moi, je trouve extrêmement dommage, mais rendez compte, extrêmement dommage que les lycéens, les jeunes aujourd'hui, n'ont jamais accès. Mais vous vous rendez compte? Alors, ils n'ont jamais accès à cette langue. Enfin, c'est complètement dément quand même. Ils n'ont à cette langue, je ne parle pas seulement la langue de Bossuet. Hein. Ils n'ont jamais accès à Proust, ils n'ont jamais accès, jamais.
beaucoup qui n'ont jamais accès à ce qu'est la langue française, mais pas seulement, encore une fois. Non, la langue française dans sa diversité, sa plénitude, sa force, sa richesse, sa France, quoi. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'allais parler de Saint-Simon. Oui, alors, ils n'ont même pas accès non plus à Saint-Simon, ce qui est un pur scandale. Exactement, qui lui aussi est sorti des programmes scolaires. Complètement. Pour parler de lui, alors on prête à Talleyrand une boutade, en tout cas c'est la seule source que j'ai vue enfin, qui revenait, selon laquelle lire Saint-Simon, c'était savoir qui s'assit à côté de qui et dans quel ordre, et vous-même le qualifier de trublion qui vibrionne sous les lambris ou de vigie maniaque veillant aux intérêts de sa caste. Je voudrais que vous nous disiez qui est le duc de Saint-Simon, ce qui nous transporte un siècle après Henriette d'Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, et nous dire aussi ce que peut nous apprendre cet aristocrate dont on sait qu'il était vêtu à la mode du siècle passé, qu'il harcelait les ministres de requête, qu'il avait une haine absolue, inouïe des bâtards, et l'obsession du rang et des droits innés. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Évidemment, j'ai délibérément noirci le trait. D'abord, il nous fait voyager. Ouais. Il nous fait voyager comment? Il nous fait voyager par sa façon de raconter. Alors, il nous fait, oui, ça, je vais revenir là-dessus, parce qu'il nous fait voyager, parce que, et là, il faudrait prendre des exemples, hein, des extraits, puis lire quelques passages, parce qu'il est à tomber par terre, Saint-Simon. Saint-Simon, il est né, si je ne m'abuse, 1685 ou 75? Non, 85, je crois. C'est ça. Et il meurt en 1755, à peu près. Et oui, ça correspond, puisqu'il commence à écrire ses mémoires en 1739 ou 40, et que son âge est de 64 ou 66 ans à ce moment-là. Voilà. Saint-Simon, c'est un petit bonhomme. Le duc de Saint-Simon, c'est un titre très, très élevé, hein, très, très, très honorable, plus qu'honorable, prestigieux, le duc de Saint-Simon. Bon. Et c'est un personnage, en vérité, les mémoires de Saint-Simon, il est né, enfin, sa mère était encore jeune, mais son père était déjà vieux, et il est mort assez vite d'ailleurs, le duc de Saint-Simon, le papa. Et lui, Saint-Simon, il a vécu il a décrit la cour de Louis XIV jusqu'à sa mort en 1715 et jusqu'à la mort, et ensuite jusqu'à la mort du régent, qui était, si je ne m'abuse, 1723. Et après, bon, c'est le pouvoir personnel de Louis XV, etc. Bon. Vous voyez, mais il commence à écrire ses mémoires, lui, Saint-Simon, bien plus tard, c'est en 1740, 39-40. Vous voyez qu'il écrit des mémoires. Et il parle du règne de Louis XIV 40 ans ou 50 ans même plus tôt. C'est ça aussi. Je dis ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas l'oublier. En même temps, il rêve. Il a vécu tout ça. Mais en même temps, il rêve, c'est sa jeunesse. Hein? Et ses souvenirs sont en même temps. Alors, je vous passe les détails parce qu'il a des repères. Il y a un type qui s'appelait Dangeau, qui était une espèce de chroniqueur. Et donc, il s'appuyait quand même sur des dates, sur des événements vrais, des Saint-Simon. Mais les personnages, tous ces personnages, que ce soit Louis XIV, que ce soit Monseigneur, le fils de Louis XIV, que ce soit tous les grands personnages de l'époque, il en fait un portrait qui, généralement, est soit émerveillé, soit le plus souvent assez sanglant. Vous voyez, parce qu'il a une plume incroyable. Et puis, il y a une façon extraordinaire de faire un portrait, Saint-Simon. Il peut commencer d'une façon extrêmement émerveillée, justement, ou émerveillante. Un personnage formidable, intelligent, sérieux, enfin, cultivé, tout ce que vous voudrez. Il l'aimait bien, celui-là. Et puis, ça se termine par, en gros, une espèce de gros salopard etc. C'est un peu sa technique. Hein. C'est comme ça, il part de très, très haut. Et puis ensuite, à la fin, mais ça prend, c'est des phrases qui font une demi-page, trois quarts de page, une page peut-être. Et vous commencez dans une admiration contemplative. Vous dites, mais quel homme ou quelle femme!
Comme les rapaces qui font monter leur proie pour les lâcher. Absolument, et puis vous terminez sur une crapule. Par exemple, Madame de Maintenon, il pouvait brosser son... Alors, il peut pas la souffrir. Hein. Il la maltraite, la pauvre Madame de Maintenon. Il la déteste. Mais il dit aussi, dans la façon de parler, souvent, il va prendre quelque chose de positif. Elle était généreuse, elle était charitable, etc. Et puis ça termine par la vieille bigote. Des trucs comme ça, vous voyez. Mais il y a des personnages vis-à-vis desquels il naît, mais ce que je raconte, c'est pas très intéressant parce qu'il faut le lire. Mais il y a des personnages dont il parle, ça donne envie de pleurer, quoi. Mais il en parle avec une tendresse, une admiration. Le duc de Beauvilliers, par exemple, si vous connaissez, il en parle. Vous en parlez. Sublime, quoi. Vous en parlez très bien aussi de cette bipartition entre les figures du bien et les figures du mal dans l'esprit de Saint-Simon. Je ne résiste pas encore une fois à vous citer. Les figures du mal absolu, d'un côté, celui de la bassesse la plus abjecte, illustré par les courtisans au dessin visqueux et reptation sournoise, bêtes des surfaces mouvantes, des sous-sols répugnants, monstres qui évoluaient masqués avec des contorsions de couleuvres, depuis le duc de Noailles, serpent aux trames et aux briques diaboliques, d'une hypocrisie de scélérat sans fond ni mesure, à Jérôme Pontchartrain, l'ami félon, affligé d'un œil de verre, toujours pleurant, éborgné par la petite vérole qui lui avait grêlé le visage, le teint jaunasse, lipu. Vous continuez sur les différentes figures, à Monseigneur, le grand dauphin, invétéré chasseur de loups, benet aux yeux morts et aux joues flasques, entassé dans sa graisse, bridé dès son enfance par le roi et à qui Bossuet, jadis son percepteur, s'était échiné à inculquer les rudiments du savoir gargantuesque dont il essayait en vain de le gaver, tous personnages dénaturés, incarnation de l'immonde à des degrés divers, avec pour souveraine Madame de Maintenon, dont la boue natale sointait par tous les pores, transformée d'une Madame Scarron insinuante et galante en la gouvernante des bâtards du roi, de gouvernante des bâtards du roi en sa séductrice au charme usagé, de sa séductrice en favorite secrètement épousée, d'épouse morganatique en reine omnipotente et de reine aux engouements versatiles en dévote qui se croyait mère de l'Église. Oui, c'est comme ça que j'ai cru nécessaire, effectivement, de bien fait de lire ce passage, de résumer un peu le manichéisme, hein, quand même, de notre ami Saint-Simon. En même temps, un personnage très émouvant et la façon dont il aimait sa femme, la façon dont il en parle. Elle est morte jeune, elle avait une quarantaine d'années, elle est morte de la grippe. Il a interrompu ses mémoires pendant un an, puis il les a repris. Vous connaissez bien sûr la bibliothèque de la Pléiade. Les mémoires de Saint-Simon, 8 tomes, 8 pages, il a écrit en 10 ans. Il avait 65 ans. Pourquoi il s'est lancé là-dedans? Alors là, je ne sais pas moi. Hein, mais c'est très émouvant. Et on voit, je termine là-dessus, je dis ça parce que c'est un personnage extraordinaire, très émouvant en même temps, une langue prodigieuse. Au moment de la mort de sa femme, il y a toute une ligne comme ça donc il a fait le deuil comme il fallait, c'était pendant un an. C'était 6 mois normalement, mais lui, il l'a fait pendant un an. Et on voit toute une ligne de larmes sur le papier. Je trouve ça émouvant. J'ai une question peut-être idiote pour terminer sur Saint-Simon. La Révolution française a éclaté 34 ans seulement après sa mort. Comment pensez-vous qu'il aurait vécu l'été 1789? Très, très mal. Très, très mal. Il n'aimait pas du tout Voltaire. Pas du tout l'esprit des Lumières. Pour lui, c'est des imposteurs. Lui, c'est l'homme de la tradition. La tradition. Il aimait beaucoup Louis XIII. Il le porte au nu. Il est vrai qu'il y avait une grande dévotion chez Louis XIII. Hein. C'est vrai. Mais pour des raisons trop longues à expliquer. Mais il est très dur avec Louis XIV. De Louis XIV, il dit d'une intelligence du médiocre. Comme ça, il dit. Une intelligence. Il était d'une intelligence
il dit pas exactement une intelligence. Enfin, en gros, il dit qu'il était bête, quoi. Mais tout en disant, il avait cependant un bon cœur, simplement. Il avait une bonne nature, Louis XIV, mais il était dépravé par des mauvais précepteurs, comme ça arrivait souvent. Ouais, bref. Ouais, bref. Simplement, si vous avez l'occasion de lire quelques pages de Saint-Simon, des anthologies, il y en a. Non, sur Louis XIV, il disait une intelligence en dessous, un peu une intelligence en dessous du médiocre. Sur le bulletin scolaire, c'est moyen. Hein. Voilà. Mais non, donc il est. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Oui, je vous ai dit, les grandes œuvres, on voyage. Si on lit Proust, on voyage. J'y pense, par exemple. Hein. Oui, j'allais dire, comme j'avais cité tout à l'heure, quelques écrivains inspirés, prenant pour modèle Bossuet, on pourrait parler de l'influence que Saint-Simon a eue sur Proust, Sioran, qui l'admirait également et qui en parle dans son anthologie. Et puis j'ai découvert cette phrase de Stendhal, les épinards et Saint-Simon étaient mes seuls goûts durables. Que je trouve assez drôle. Pour nous approcher de la fin de cet entretien, j'ai quelques questions sur le portrait d'une manière générale. Alors, une question gratuite, est-ce qu'il y a une figure contemporaine qui pourrait vous inspirer un portrait? Trump. Trump? Non, ça n'a aucune envie, mais je veux dire, oui, enfin, une tête. Il pourrait y en avoir une qui vous donne envie. Qui me donne envie aujourd'hui? S'il n'y en a pas, ne cherchez pas. Hein. Non, non, comme ça, au premier abord. Brigitte Bardot. Non, mais j'ai cru que c'est une personnalité, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est une personnalité, donc on pourrait faire un portrait d'elle d'ailleurs. Mais sinon, c'est marrant votre question, parce que souvent je me suis posé la question à mon femme. Et il y a des bouquins, il y a un bouquin d'un type qui s'appelait Denis Jambard, qui avait écrit un livre qui s'appelle Portrait craché, et qui faisait des portraits comme ça, les journalistes, c'était intéressant. C'est très difficile parce qu'on est dans la même époque, on a le nez dessus, si j'ose dire. Moi, les gens dont je parle, il faut voir comment on les approche. Aujourd'hui, comme on approche un portrait, on va le voir à la télé, éventuellement on va lire des articles de lui ou sur lui. Bon. Oui, on peut faire des portraits. Personnellement, je n'en fais pas. Et je n'en vois pas. Puisque le portrait, par opposition à la biographie, est indéfectible du style, je vous soumets une phrase du critique Albert Thibaudet. L'écriture qui ne prend pas de près contact avec la parole se dessèche comme la plante sans eau. Oui, parce que ça peut donner une espèce d'art pour l'art, quelque chose d'un peu sec comme ça. Hein. Avec la parole, vous dites le contact. Et tout. Oui, je pense qu'il faut le contact, il faut avec la langue. C'est tout le problème, à mon sens, de l'écriture. Il faut en même temps que la langue du peuple soit, dans le sens le plus vaste du terme, soit dans ce qu'on écrit, puis en même temps, il faut que la grandeur de la langue, elle soit dedans. Enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. On n'est pas obligé de partir. Ce qu'on appelle le langage d'aujourd'hui, le style d'aujourd'hui, le style dit populaire d'aujourd'hui, ça ne me choque pas en soi, bien évidemment, mais à Céline, par exemple, sauf que Céline n'écrit pas comme on parle. C'est la littérature pure, par exemple. Aujourd'hui, je trouve que c'est une littérature trop souvent, beaucoup trop souvent, un peu désinvolte. J'aime bien sentir dans la langue d'aujourd'hui, chez les écrivains ou écrivaines, j'aime bien, il m'est nécessaire plutôt de sentir que la langue, notre langue, elle n'a pas perdu toute sa grandeur. Elle est encore imprégnée de ça. Si on fait l'impasse là-dessus, qu'on joue aux billes. Et puis, ma dernière question sera la suivante. Vous avez évoqué la présence de Madame de Lafayette et de Bossuet qui court en arrière-plan des différents portraits. Il y a une autre thématique qui court à travers les différents portraits, qui est la question du père. Je l'ai mentionné en introduction, vous avez tenu
à intégrer à la fin de ce florilège le portrait de votre propre père. Et dans le post-scriptum, vous avez cette phrase: « Si je devais dédier ce livre à quelqu'un, ce serait, outre les mères, au père de famille, dont l'autorité douce et confiante nous rassure et nous affermit. » Pourquoi cette dédicace et pourquoi avoir intégré à la fin de cet ouvrage le portrait de votre père? Merci de cette question, Hugo. Pas gratitude. Pas gratitude. Et je fais partie des gens, nombreux, heureusement d'ailleurs, qui éprouvent vis-à-vis de leurs parents défunts une gratitude immense et inextinguible. Et je suis d'accord avec Charles Péguy lorsqu'il fait du héros, enfin, Hugo lui-même, pas vous, mais qui fait du père un héros, enfin mon père ce héros, etc. Péguy aussi fait du père de famille, le vrai héros de l'ère moderne. Bon, c'est pas la même époque non plus, hein, mais j'aime assez bien cette idée, surtout aujourd'hui où je trouve que, je trouve la fonction du père est quand même très remise en cause, de façon un peu aveugle, et j'ai peur qu'on entraîne beaucoup de choses avec ça, bien, qu'on entraîne comme des alluvions, si vous voulez. Et moi, j'ai aimé dans mon père, vous savez, mon père, il est mort de la maladie de Charcot. Je l'ai vu mourir comme maladie pourrie, pour vous dire que c'est la totale horreur. Il est mort avec un grand courage. On parlait tout à l'heure de mourir dans les formes, hein, mais surtout, enfin je dis surtout, mais il était albinos, vous voyez, et il était représentant libraire. Il se promenait à Paris comme ça. Enfin, il ne se promenait pas, il allait faire les librairies comme ça à Paris, dans le 5e, 6e arrondissement, comme ça. Et il ne voyait pas grand-chose. Il avait un 20e à peu près, vous voyez, avec une lourde sacoche pleine de livres comme ça. Il partait le matin à 7h, il sortait seul à 9h, il revenait. Il ne voyait presque rien. On habitait en banlieue, hein, 20 km de Paris. Et c'est un homme qui a toujours un courage absolument formidable, ferme, gentil, quelqu'un qui donne le cap, qui donne confiance, qui encourage, qui m'origine s'il le faut. Il m'a envoyé, moi, en pension et manu militari en 5e pour redoubler. Ne le répétez pas, hein. Il valait mieux. Et il a pris une décision que ma mère n'a pas voulu prendre, parce que la maman était plus douce de ce point de vue-là, et c'était pourtant une maîtresse femme. Bon, lui, le père a dit: allez, Jean-Michel, tu vas là-bas, à la campagne. Voilà. Et donc, il m'a paru nécessaire, après tout, je dis gratitude, oui, parce que vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut aimer dans un portrait si on écrit un portrait? Ben, moi, c'est toujours un sentiment de gratitude. Et si j'aperçois de tous, d'ailleurs, je n'avais jamais vraiment songé. Pourquoi sur Bossuet? Parce que j'aime le lire, parce que j'ai de la gratitude pour ça. Pourquoi Saint-Simon? Parce que le lire est une découverte merveilleuse. Pourquoi Racine? Bon, peine de faire de longues. Voyez, pourquoi La Fontaine, qui est un homme absolument génial, adorable, délicieux? On n'en a pas dû parler, mais peut-être le portrait que je préfère, moi, ou l'un de ceux que je préfère, par Montaigne, qui aussi m'a sauvé la vie quand j'étais jeune, donc beaucoup de gratitude. D'une rupture amoureuse, si mon souvenir est bon. Oui, tout à fait, absolument. J'avais beaucoup souffert. Beaucoup en ce temps-là. Et puis, ça viendra là-dessus, de ce point de vue-là, sur Ambroise Paré, le chirurgien, le père de la chirurgie moderne. J'ai adoré ce personnage. J'ai écrit un livre, un portrait, pas une biographie, un portrait que je vous encourage à lire, qui est un portrait qui est plein d'admiration pour ce personnage, qui a quelque chose de salvateur. C'est 1510, 1590, hein. Ambroise Paré, vous voyez, 16e siècle, il a fait tout le siècle comme ça. 40 ans sur les champs de bataille, je peux vous dire qu'il en a vu des choses. Et un petit bonhomme comme ça, qui était plein de passion, plein d'amour des hommes, plein de piété lui aussi, au nom de Dieu. Et c'est lui qui disait: je le pensais, du verbe penser, soigner, hein, pas. Je le pensais, Dieu le guérit. Ouais, c'est ça. Et la modestie. Il n'est pas toujours modeste d'ailleurs, il a conscience de sa valeur. Un petit bonhomme que ça, on va voir, sur les champs de bataille. Et puis les soldats l'aimaient parce qu'il les aimait lui-même. Et c'était un formidable personnage.
Bah, lui aussi, j'ai fait ça, tout ça pour son portrait. Pourquoi? Parce que je l'admirais. Voilà. Bah, c'est agréable d'admirer. C'est formidable même, ça fait du bien. De mon point de vue, cette admiration, cette gratitude, elle transparaît à chacune des pages. J'espère qu'on aura témoigné dans cette conversation encore une fois, de la langue et du style qui est le vôtre. J'aurais pu citer plein d'autres extraits. J'avais même fait un petit florilège de phrases parce que ceux des portraits que j'ai eu le temps de lire, je l'ai fait crayon en main. Par exemple, cette définition de la gloire, vous dites qu'elle est cette ambition adoratrice des souvenirs guerriers, que je trouve très beau. Sur la jalousie, de même que par ses inquiétudes, l'avare souffre de sa passion plus que le pauvre, le jaloux pâtit de la sienne davantage que le cocu. Et puis, sur les liens entre le pouvoir et la mort, les nœuds que tissent le pouvoir et la mort sont tellement serrés, les liens entre l'ambition et l'immortalité si étroits, que spontanément on y repère un fil conducteur dans la vie des grands, un fil de velours noir qui court sous les lauriers. Voilà, pour rendre hommage à votre langue, on aurait pu parler encore de beaucoup de choses. Je voudrais toutefois partager ces propos qui sont ceux de vos deux préfaciers, donc Chantal Thomas, qui dit « Toute l'œuvre de Jean-Michel de La Conté est une invite à jouer avec le temps, à agrandir notre imaginaire » et Guy Bollet « Renaissance et grand siècle sont deux petits coffrets tapissés de velours où dorment des diamants. Jean-Michel de La Conté, joaillier, expert en élégance, de ces bijoux extraits pour nous et notre contentement, le plus beau d'entre tous, le seul qui vaille d'être serti et enchâssé dans une monture d'or, la langue française. » Moi, je partage leur point de vue. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Je remercie beaucoup Hugo, que je ne connaissais pas, je n'avais pas encore ce plaisir, qui a eu la gentillesse de me contacter, de me donner le plaisir de venir ici, discuter, parler, converser avec lui devant vous. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi, ça me touche beaucoup. Parce que vous savez, cette jeunesse, c'est encore un fort jeune homme, Hugo. Un enfant. Non, c'est pas dit ça du tout. Pas du tout. Mais encore un jeune homme, bien sûr. Hein. Et c'est formidable de voir que l'intérêt que vous continuez, que vous prenez. Parce que parfois, moi je me dis parfois, tout ça, c'est ancien. Vous voyez, c'est les trucs, ce que j'ai écrit, les personnages dont je traite, ça n'intéresse plus personne. Ils sont déjà dans la poussière, ils traitent dans la poussière et les jeunes, ils n'en ont rien à faire. Et quand je vois justement l'intérêt que vous manifestez, et bien sûr pour les personnages auxquels je rends hommage, les portraits, et par ailleurs, je ne cacherai pas le contentement que j'en tire, par l'appréciation du style que vous pouvez avoir à l'égard du mien, ce qui me touche beaucoup, qui veut dire que peut-être le fait d'écrire tout ça, peut-être c'est pas complètement inutile, peut-être il en restera quelque chose, peut-être quelques diamants dans la poussière, peut-être, allez savoir. Et en tout cas, c'est représenté tout à fait par un homme jeune comme Hugo, et pas seulement, si j'ai bien compris. Et ça me touche beaucoup. Et je voulais vous remercier vous-même du temps que vous m'avez et nous avez accordé par votre écoute. Ça fait très plaisir également. Merci.